Libre penseuse, libre penseur, bonjour à vous et bienvenue dans ce live, bienvenue sur la chaîne de Océan de Coach. Ici Mélanie Ainaro Caveri, coach professionnel, j'accompagne mes clients à réfléchir, décider et agir, même quand ça semble difficile. Et aujourd'hui, dans ce nouveau bric-à-brac d'idées, nous avons donc un sujet qui est le suivant: la compétence, force ou aveu de faiblesse. Alors derrière ce titre provocateur, compétence, force ou aveu de faiblesse, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, déjà j'aimerais peut-être parler, évoquer déjà tout de suite, un biais qui est souvent mis en avant, que vous connaissez certainement, qui est l'effet Dunning-Kruger, qui est donc, cette tendance qu'a un individu à, lorsqu'il aura moins de connaissances, donc à avoir plus confiance en ce qu'il affirme, alors qu'une autre personne qui va détenir peut-être plus de savoir, plus de compétences, plus de connaissances sur le sujet, va être beaucoup plus précautionneux. Donc dans cette tendance-là, dans ce biais-là, on imagine et on ne fait pas qu'imaginer, on voit aussi dans la réalité aussi des des accords, il y a des réactions, des choses, qui se passent, un décalage aussi, des décalages, différents décalages qu'il peut y avoir entre différents interlocuteurs et différentes personnes. Et là-dedans, pourquoi c'est aussi important aussi d'avoir, de savoir situer, de savoir reconnaître l'illusion de compétence. Parce que c'est vrai, il y a énormément de choses, on s'expose à différentes choses qui nous donnent une illusion de savoir, de connaître les choses. Il y a déjà la familiarité, le fait, de d'être à côté, d'un sujet, enfin d'être familier à un sujet, de l'avoir entendu plusieurs fois et d'avoir entendu quelques idées là-dessus. On peut avoir cette impression de connaître ce sujet. Or, familiarité ne signifie pas connaissance. C'est peut-être qu'il y a des idées et à quelle, dans quelle exactitude a-t-on reçu, ces idées-là? Voilà. Il y a tout un questionnement et on a, nous aussi, un fonctionnement dont il faut prendre conscience aussi, qui va faire qu'on va, même si on ne connaît pas tout, on va avoir cette tendance déjà à remplir, ce qu'on ne sait pas par, des croyances, des choses, qui vont nous paraître, très cohérents, très cohérents et qui, jusqu'à leur vérification, peut rester déjà, là. Et il peut également avoir un effet aussi parce que lorsqu'on va voir, on va entendre des choses qui vont être différentes, qui vont venir contredire ce que l'on sait, eh bien, ça va donc entrer en confrontation. Il y a ce phénomène de dissonance cognitive. Et à ce titre, je voudrais parler aussi, ben, du conflit socio-cognitif, lui qui permet à un individu dans, une discussion avec, une autre personne ou même dans une lecture aussi, dans le fait d'être confronté à un avis contraire, à une pensée contraire ou un questionnement qui amène à quelque chose de nouveau et qui diverge avec, ce à quoi on est l'habitude, et bien ici, c'est une opportunité aussi de progresser et de faire, progresser ses connaissances. Et bien, dans le conflit socio-cognitif, on peut avoir plusieurs réactions et il y a des réactions, bien sûr, défensives aussi qui parfois,
donc qui, en tout cas, ont leur utilité parce qu'il n'est pas question non plus de tout boire, de boire toutes les paroles de tout à chacun, mais il peut y avoir des mécanismes, en fait, le déni ou toutes sortes de choses qui vont amener un individu à ne pas à créer de la consonance plutôt sur une idée, à entrer dans un biais de confirmation et à éjecter, toute idée étrangère qui aurait pu, faire évoluer évoluer la personne. Et donc parlons aussi un peu, du décalage. Eh bien, avec les attitudes différentes, les décisions, les positionnements différents que l'on a, le rapport différent qu'on a avec l'apprentissage, eh bien, voilà, il y a des comportements qui sont différents, des comportements, d'autres qui vont être plus confiants et d'autres peut-être un peu moins, un peu plus dans le doute. Et ce doute, alors, qu'il est, légitime et qu'il est susceptible de faire grandir des avancées, dans certains environnements, ils vont être, plutôt identifiés non pas comme une force, mais peut-être plus comme, une vulnérabilité et même un aveu de faiblesse ou quelque chose, en tout cas qui montrerait que cette personne-là n'a rien compris parce que l'autre personne en face qui ne se questionne pas là-dessus a des certitudes et en voyant l'incertitude de l'autre, il y a cette situation-là où l'individu qui se questionne peut facilement être dévalué et en plus mal situé du fait du manque de connaissances, du manque de compétences de ses interlocuteurs, des personnes autour d'elle. Alors, donnons par exemple une, faisons une expérience de pensée. Alors nous avons là, imaginons des étudiants. Un étudiant arrive avec ses autour, de ses autres compagnons et il dit enfin cette personne dit: «Eh bien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas telle chose» et les autres lui disent: «Mais c'est facile, voilà, c'est facile». Bah et là, une des personnes décide d'aller un petit peu plus loin que de dire que c'est facile et elle se met donc à expliquer, à expliciter, ce qu'elle a compris elle. Là, l'autre personne lui dit: «Eh bien, effectivement, ça, elle a compris, mais et c'est d'autres points en f» et là, elle évoque d'autres points, d'autres situations, là où elle se pose la question. Et là, la personne qui était en train d'expliciter et qui disait que c'est facile, tout d'un coup, il y a un blanc. C'est-à-dire que, ben, cette personne-là, enfin voilà, elle avait des certitudes sur certaines choses et une compréhension et elle s'était pas questionnée sur l'endroit où cette question-là n'était pas arrivée et là, eh bien, elle est plus en moyen de dire à cette personne-là, eh bien, c'est facile. Parce que, ben, là, elle est en face, elle est dans une impasse. Puis, vous avez donc là cette situation où la personne-là qui pose la question devant chaque personne et il y a cette personne-là qui a fait cet effort d'expliciter, c'est-à-dire i déjà il y a quelque chose de bien, c'est que parce qu'il a fait cet effort, on a pu révéler justement la véritable question, là où se situait cette question-là. Chose qu'on ne peut pas le faire quand on restreint seulement la personne en disant, bah, qu'elle, elle l'a pas compris et qu'on va pas là-dessus. Et donc il y a ici d'autres personnes. Exemple, une autre personne, l'autre étudiant qui lui, a vu la question ou a une réponse plutôt intuitive, mais qu'elle ne peut pas expliciter. C'est une réponse, dont elle a dont elle ne peut pas expliciter pourquoi elle répondrait comme cela, qui peut être juste comme, mauvaise d'ailleurs. Puis une autre personne qui elle, heu
elle a vu ce questionnement-là, mais a jugé que, de par la méthode de correction de du, de l'instituteur, enfin du professeur, eh bien, il n'y avait pas lieu à se poser la question parce que lui, il vise à avoir des points et il sait que là-dessus, il ne sera pas interrogé. Alors, pourquoi se questionner là-dessus? Donc vous voyez, il peut y avoir déjà face à un point, une information différentes possibilités. Il y a celui qui n'avait même pas vu, celui qui a vu mais qui a décidé, qui a tranché selon son fil, conducteur, selon ce qui l'intéressait. Lui, son objectif, de valider son année et donc il s'en fout du reste. C'est-à-dire, eh bien ici, oui, il y a une question, mais et alors? Puisque lui, il a remarqué que dans la façon dont ils étaient interrogés, ce n'est pas ce genre de questions-là qui vont être, évoquées, qui vont, voilà, sur lesquelles ils vont être sollicités. Lui, il va plutôt repérer des endroits heu, là où il va pouvoir, faire la différence dans dans les évaluations et donc, là-dedans, eh bien, c'est tout à fait intéressant. Il y a vraiment une divergence de comportement, une divergence de pensée et c'est là aussi que c'est intéressant de savoir qu'est-ce que ça veut dire aussi oser penser par soi-même aussi. Ça voilà, ça monte déjà là-dedans. Là, on a dit c'était des étudiants, donc là, dans une université, nous avons des étudiants qui sont dans la même classe, mais qui pensent différemment, qui ont des personnalités différentes, des objectifs différents. Et l'autre personne, s'est posé cette question, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce que alors on ne sait pas, peut-être qu'il y avait une volonté ou alors c'est juste quelque chose dont elle souhaitait comprendre. Et ça, c'est intéressant parce que c'est intéressant aussi de savoir, de se questionner aussi. Est-ce que, quand on va, dans une formation, dans les bancs de l'école, quel est, notre objectif? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est on veut plaire au professeur? Est-ce que c'est, seulement valider, quelque chose, valider, sortir vainqueur, en tout cas d'une formation? Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce que, parce qu'on n'aura pas les mêmes intérêts. Est-ce que c'est de chercher l'amour de la recherche? Est-ce qu'il y a un amour de la recherche qui, derrière, ouvre à d'autres choses? Parce que parfois, il y a des choses dont on ne sait pas encore et dont il faut goûter pour, pouvoir, orienter par la suite ses travaux. Orienter ses travaux et surtout, ben, j'ai envie de dire aussi pour, parce que justement, comment on dirige, des travaux? Est-ce que on a dit: «Voilà, il y a cette idée-là et moi je veux à tout prix, coûte que coûte, mettre cette idée-là, peu importe ce qu'il y a. Mon but, ça serait d'user, de la rhétorique, d'user, de toutes sortes de techniques pour pouvoir faire triompher cette idée». Ou alors est-ce que ça serait, j'ai envie de dire, d'avoir cette curiosité, de se faire transformer aussi quelque part par l'information que l'on reçoit et de faire évoluer une idée, de voir et d'ensuite de la retracer, de dire: «Cette idée, alors mon point de départ était cela, puis j'ai été confronté à ci et ça, qui a fait évoluer ma façon de penser» et puis de continuer par rapport aux difficultés et de dire: «Qu'est-ce qui a émergé de ça?» Les observations, les hypothèses et également, les incertitudes. Là où ici, eh bien, je n'ai pas de réponse actuellement, je n'ai pas de piste actuellement ou alors il y a peut-être des pistes mais plutôt minimes là-dessus et ça c'est, vous voyez, derrière ça, il y a quelque chose de laborieux et selon les différentes façons de penser, eh bien, il y a des personnes qui peuvent voir ça comme peut-être de l'incompétence, alors qu'ici, l'incompétence était peut-être de leur part à eux, à échouer à voir le champ d'application, enfin tout l'étendue de leurs propres compétences à eux
de voir les limites, en tout les limites de leur propre connaissance, de ne pas avoir conscience finalement de ces limites-là et quand ils voient cette incertitude, derrière une personne plus rigoureuse, ils peuvent croire que puisque eux, ils ont des affirmations, ils peuvent croire que eux ils sont compétents et qu'ils vont pouvoir, réagir, qu'ils vont pouvoir, proposer quelque chose de plus intéressant alors qu'en réalité, eh bien, c'est une illusion. Bon, autre chose quand même qui peut arriver, c'est que parfois, même dans l'illusion, une personne, peut découvrir peut finalement découvrir, qu'elle peut apprendre quelque chose alors qu'elle se croyait compétente. En faisant la chose, elle peut voir qu'en fait, en réalité, elle ne l'était pas, mais qu'il y a une situation qui a changé ici et qui a fait que ça s'est soit bien déroulé ou alors ça s'est mal passé et qui va lui permettre en tout cas de remettre en cause sa façon de voir et donc d'évoluer. Et donc imaginez une personne, qui se pose, des questions, qui a une certaine rigueur et qui a heu, une façon de conduire, ses idées et conduire ses pensées de manière différente aux autres. Heu, Comment cette personne-là va être reçue dans dans un environnement donné? Et c'est là que j'ai envie d'évoquer, bah, ces drames, ces tragédies, j'ai envie de dire, de ces personnes, qui ont un potentiel de recherche important, qui ont une pensée qui est intéressante à développer et qui, parce qu'ils n'ont pas rencontré autour d'eux, soit dans la lecture, soit en vrai, soit autour d'eux dans les personnes qui les entourent, ils ne sont pas sensibilisés à ce genre de choses et ils vont avoir des comportements inadéquats, on va dire, envers ces per des comprot je vais dire même, je vais m'engager là-dessus, même peut-être des comportements qui peuvent être destructeurs, avec ces personnes-là, qui peuvent être destructrices avec ces personnes parce que qui amènent en tout cas à dévaluer, cette personne-là et une personne qui a connu uniquement ça, peut croire justement à cette dévaluation et rester coincée dans quelque chose pendant des années. Et ça, c'est une tragédie, c'est une perte, non seulement pour l'individu, mais j'ai envie de dire aussi pour l'humanité. Et pourquoi pour l'humanité? Parce que, bah, dans le domaine de la recherche, eh bien, quelqu'un qui a des questionnements intéressants, il va pouvoir faire progresser, il va pouvoir faire il fera pas tout, mais bien sûr, il va pouvoir faire progresser sur des pistes, qu'il va pouvoir enrichir d'autres personnes et amener à des avancées qui, à terme, peut-être bien sûr pas immédiatement, mais à terme, va avoir des conséquences sociétales, des conséquences meilleures, j'ai envie de dire aussi. Et donc, voilà, je parlais, il y a des situations tragiques. Il y a ça, il y a aussi, bien, heu, il y a aussi d'autres situations. Moi, je connais des personnes qui ont changé carrément d'environnement, ils ont changé d'entreprise et alors qu'ils sont restés les mêmes personnes, ils n'ont pas eu le même traitement et ils ont vu une façon, c'est-à-dire de la part des personnes qui les managent, qui managent les compétences et c'est qui gèrent les personnes, qui avaient carrément quelque chose de différent qu'ils avaient pas vu, enfin qu'ils avaient jamais vu là-bas et qui encadrent et qui n'entrent pas dans des comportements, heu, où on dévalue ou voi et ces comportements d'évaluateurs, c'est aussi et bien des fois c'est comment dire? On y quand en fait, c'est comment un individu va-t-il réagir, quand il est ignorant et qu'il n'est pas conscient d'être ignorant? Ou alors même qu'il est un petit peu conscient, mais qu'il veut pas voir, eh bien, il peut avoir des schémas, vraiment,
difficile que lui-même il subit et qui fait subir à l'autre. Des exemples d'humiliation dont ils se rendent plus compte parce que ça fait partie des fois ça fait même partie ensuite des codes sociaux de l'entreprise. Et ça se remarque aussi aux personnes qui ont été exposées à ça ou qui sont encore en ça dans leur façon de parler. C'est-à-dire, quand ils vont parler avec vous, il y a pas forcément de la méchanceté, mais du fait de l'endroit où, j'ai envie de dire, ils ont été produits finalement quelque part. Eh bien, il y a des réactions qui amènent justement à spontanément à créer, des interactions, désagréables finalement, des interactions qui amènent à dévaluer et si en face, on n'est pas compétent pour, heu, pour gérer ça ou alors si on est fatigué à ce moment-là aussi parce qu'il y a des choses qui demandent aussi pour gérer, il y a qui demandent des fois une certaine énergie dont selon le contexte, on n'est pas forcément disponible ou alors on peut être étonné de ce genre de choses et qui fait que, bah, il peut y avoir, des frottements ou des bugs entre les relations et voilà et ce que je disais, c'est que le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas forcément voulu. C'est-à-dire, c'est pas forcément une personne qui volontairement souhaite, humilier ou volontairement souhaite, rabaisser. Non, c'est aussi, l'effet de l'ignorance et là, c'est là aussi que c'est important que la personne qui développe sa compétence, qui développe sa connaissance, eh bien, elle développe également une responsabilité envers elle-même aussi, eh bien, pour pouvoir se préserver, pour pouvoir développer en tout cas des situations aussi et des réflexes qui va lui permettre justement de ne pas subir ce genre, de d'évaluation. Et ça, bah, c'est aussi un apprentissage et qui dit apprentissage dit aussi ces moments de balbutiement, ces moments de bégaiement, heu, ces moments d'erreur où des erreurs parfois vont se répéter avant d'acquérir la bonne situation et d'autant plus qu'il y a différentes situations et donc on est sur, des réponses qui vont être circonstanciées et c'est ça aussi, c'est que, eh bien, on peut avoir quelques modèles de réponse et on va se rendre compte que dans certaines situations, ces modèles-là, eh beh, ne sont pas suffisants ici parce que ou alors au regard de ce que l'on souhaite. C'est-à-dire si je veux préserver la relation avec, l'autre personne, même si je peux faire quelque chose, ici, je vais me dire que ce n'est pas la bonne situation et donc il va y avoir des moments où on sera plus en observation, plus, en pour développer après par la suite justement une action. Mais ce qui est important, c'est aussi, ben, d'évoluer là-dessus, d'évoluer et ça, cette évolution, beh, je me rends bien compte qu'elle ne se fait pas seule. On peut pas tellement progresser seul. Elle se fait au contact de l'autre, dans les réseautages, mais également, dans les livres aussi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu cette illusion, qu'une personne en face, elle est brillante et qu'elle, elle est nulle, alors qu'en réalité, eh bien, si on reprend, la situation, il faut comprendre que la personne ici, elle n'est pas dans le même contexte, dans la même situation. Imaginons, dans un événement réseautage où la personne, elle voit cette personne brillante. Eh bien, elle est brillante aussi, eh bien, il faut dire qu'elle est dans un endroit, des fois, où elle connaît déjà, où elle connaît les lieux, elle connaît ces personnes. Elle n'est pas dans la même situation que vous, où là, vous arrivez, vous découvrez et et il y a une c'est-à-dire que là, vous pouvez pas tellement comparer dans cette situation-là. Vous pouvez parce que vous êtes pas dans la même situation. C'est-à-dire que vous mettez cette même personne brillante dans cet événement-là, vous la mettez dans un autre réseautage
ou elle connaît personne ou et là, vous pouvez être surpris que cette personne-là, elle peut être même, vous vous considérez comme nul et elle peut être peut-être en dessous de ce que vous vous considérez comme nul et là-dessus, ça demande aussi, voilà, de savoir différencier objectivement les situations et de savoir créer aussi une échelle, une véritable échelle parce que, on est parfois si exigeant que là, ce qui est nul pour nous, pour un autre, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas et moi, je sais que, par exemple, j'ai des moments de maladresse, des moments de bug, j'ai cela, mais j'ai aussi cette capacité aussi à aller à un endroit et à pouvoir mettre à l'aise également des personnes aussi, alors que je connaissais pas, les lieux. Je dis pas que je sais le faire systématiquement, mais j'arrive à le faire alors que, je ne suis pas hôte et d'autres personnes, alors qu'ils sont hôtes, n'arrivent pas à le faire et vous voyez, c'est une divergence aussi de compétences. C'est et c'est aussi de qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce qu'on ne valorise pas et je pense que c'est important en tout cas de mettre les choses, en perspective, de savoir, reconnaître ici dans quelle situation on est, quelle véritable échelle il y a et qu'une personne propose quelque chose d'évaluer également par rapport à parce qu'il y a des éléments qui sont donnés et qui permettent de voir si ici, heu alors qu'elle se croit compétente là-dessus, il y a des choses qu'elle ignore et qu'effectivement ici, elle n'est pas en capacité, elle, de m'aider là-dessus parce qu'elle n'est pas encore consciente de son incompétence là-dessus. Et là-dessus, des fois, eh bien, et c'est peut-être pas le moment, mais des fois, c'est vous qui pouvez aider cette personne-là finalement. Et donc, ça demande quand on a l'humilité, ça demande également d'avoir une conscience aussi de sa force parce qu'effectivement, cette compétence dont on a travaillé tant pour la développer, dont parfois on ne la démontre pas dans notre attitude à certains moments. Parfois si, mais parfois c'est autrement. Eh bien, il faut aussi prendre conscience de cela et de voir. Et de voir ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut proposer parce qu'on également peut également être initiateur aussi. Parce que je vais parler également de comportement où, voilà, on peut être, dans des endroits où on peut subir, mais on peut aussi développer des choses où on ne subira plus avec les mêmes personnes. On va avoir où la situation va se transformer. Dans une situation donnée, là où il y avait l'habitude d'avoir telle réaction où cette personne, par exemple, elle avait un comportement qui amenait à dévaluer l'autre, eh bien, parce que je vais changer d'attitude ici, cette même personne va avoir un ça va conduire la personne à avoir un autre comportement. Ou alors il y aura ou alors elle saura pas quoi faire aussi. Et donc mais parce qu'il y a un nouveau élément ici et ça permet de grandir, j'ai envie de dire aussi. Et pour moi, il y a quelque chose de très important et que je retrouve dans la pensée de Alain Bentolila. C'est que, la parole alors il évoque un peu cette idée que la parole, le langage le langage, chose qui nous distingue aussi des animaux aussi. Enfin, le langage n'est pas fait pour parler avec des personnes avec qui on est en accord d'idées. Le langage, il est fait pour aller côtoyer avec des personnes qui ont des idées différentes des nôtres, des personnes parfois qu'on n'aime pas aussi, des personnes qu'on n'aime pas parce que quand on parle avec l'autre,
c'est là qu'on rencontre l'autre qui est aussi bien différent, qui vont avoir, des divergences. C'est là qu'on rencontre, qu'on peut apprendre également des choses et c'est vrai que, moi j'ai envie de dire le langage, c'est bien aussi d'utiliser avec les personnes qu'on aime, hein. Mais c'est vrai qu'ici, ça va être plus facile et même des fois, on connaît tellement bien la personne et ça la personne va deviner. On n'aura pas besoin de parler, il y aura un regard, on aura compris et ça, c'est génial pour, se nourrir, mais c'est également important d'aller voir autrui. C'est vraiment une clé de progression qui fait qu'on sort de cette ignorance dont on ignore aussi. Et moi, aujourd'hui, eh bien, je développe cette, compétence-là, cette expertise de co-construire avec l'autre. Alors je ne sais pas si ça se remarque ou pas, mais dans les bric-à-brac d'idées, dans les au fil de l'idée, dans les podcasts que je fais avec des invités, je ne suis pas toujours en adéquation avec les idées qu'ils émettent. Mais ce qui est important pour moi également, c'est d'avoir un échange constructeur et il y a quelque chose dont, j'ai bien appris déjà en voyant ce que je sais faire naturellement, mais également en lisant aussi d'autres, des auteurs, des porteurs de connaissances, que ce soit, en psychologie, en sciences cognitives et là j'ai envie de parler d'Édouard de Bono, qui nous dit aussi, bah, cette façon d'être critique finalement, face à l'autre, j'ai envie de dire, moi j'ai envie d'ajouter même, c'est même pas un mérite, c'est une faculté naturelle, même instinctive, c'est pour se protéger quelque part et donc ce qui va faire le mérite, ça va être le moment où il est mobilisé, où cette faculté-là est mobilisée dans le bon contexte et pas n'importe comment, pas de manière systématique, c'est ça que je veux dire. Et pour moi, c'est important de co-construire. Pour co-construire, il y a quelque chose qui est important, bien consciente que nous sommes des personnes différentes, avec des histoires différentes, avec nous avons côtoyé des personnes différentes et même en côtoyant des fois des mêmes personnes, on n'irait pas vers les mêmes constats, on n'irait pas vers les mêmes apprentissages et du et je sais bien que selon certaines idées, nous n'avons pas les mêmes associations d'idées. Donc pour moi, j'ai ce soin de comprendre ce que dit l'autre, ce que veut dire l'autre en tout cas, et d'amener un peu à cette co-construction qui amène l'autre personne aussi à ouvrir, à préciser, à préciser sa pensée. Parce que effectivement, j'ai bien vu que à la manière dont certaines personnes pouvaient me questionner, bien que la question est intéressante, dans la façon, dans l'attitude, ça peut amener à un refermement qui n'est pas forcément volontaire, mais qui va être parce que ça va éveiller des mécanismes de défense et parce que j'ai regardé ça, parce que j'ai été sensibilisée à ça, eh bien, j'ai pu développer également des attitudes qui amènent justement à cette ouverture, qui amènent à envoyer ce message à l'autre, je je ne t'ai peut-être pas bien compris. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Ou alors est-ce que tu peux même si peut-être que j'ai compris, mais est-ce que tu p qui amène à l'autre en tout cas à pouvoir dire, heu, des choses dont peut-être parfois il n'a pas l'habitude parce qu'il va être questionné d'une certaine façon et qui va développer et ça. Effectivement, il y a des grands orateurs aussi qui ont développé une attitude, une façon de conduire, leur façon de parler de manière à faire face
à faire face à aux critiques. Mais pour moi, la problématique, enfin, c'est pas une prob c'est-à-dire que là-dedans, il y a des choses, c'est nécessaire de faire ça aussi, hein. Mais je veux dire, une des problématiques, c'est que quand on fait ça, il y a d'autres choses, qui ne peuvent pas être abordées, qui ne le sont pas, qui en tout cas, voilà, dans la façon dont on questionne, alors même que la question est correcte, eh bien, l'autre personne, même compétente, hein, même la personne la plus compétente, peut échouer à répondre là-dessus. Moi, je me souviens d'une expérience où c'était une, conférence. J'ai assisté à une conférence, qui portait sur la violence des femmes et il y avait une femme qui avait vraiment, mais des années d'expérience et qui, je voyais bien dans ses dans c'est-à-dire dans ses interventions, dans la façon dont elle était, questionnée. Et beh, il y avait un décalage. C'est-à-dire, je voyais qu'elle était porteuse d'une connaissance, mais que dans la façon dont c'était questionné, dont c'était amené, il y avait un décalage et ça n'arrivait pas. Il y avait pas cette émergence, il y avait pas cette rencontre quelque part, il y avait pas ça n'arrivait pas à sortir et en fait, c'était très difficile, c'était très pénible à voir parce que vous sentez que le puits de connaissance, il est là, mais c'est comme si le seau n'arrivait pas le seau n'arrivait pas à entrer dans le puits, pour, récupérer et à un moment, je me souviens du coup, parce que moi, je me suis donné alors pendant longtemps, petite confession, hein, pendant très longtemps, enfin non, c'est pas forcément vrai. Mais je vais parce que c'est pas toujours vrai, mais en tout cas, ce que je vais dire plutôt, c'est que je pouvais avoir des appréhensions à poser des questions en public, même si je le faisais, parfois. Mais il y a des endroits bien précis où je le faisais pas et de plus en plus, bah, je me suis autorisée à le faire. Ouais, oui, je me suis autorisée à le faire, je m'autorise à le faire et là-dedans, c'est-à-dire, en fait, pour quelle raison je ne le faisais pas? C'est parce que j'avais conscience, hem, que dans une que à chaud poser une question, dans certains moments, ça peut être ça peut être vraiment toute une élaboration, tout un acte mental parce que dans la question, il va falloir que la personne arrive à situer là où vous êtes et dans et donc ça demande un effort aussi de bien formuler cette question et de la formuler précisément et donc pour ça, voilà, ça demande un certain nombre de choses et des fois, dans certaines situations, ça peut être très facile, dans d'autres situations, c'est un peu plus difficile, surtout que si vous avez une question, une incompréhension, voilà, il peut y avoir plusieurs choses qui entrent et donc, bah, enfin, aujourd'hui, je le fais et comment je me suis autorisée à faire ça aussi? Et beh, je me suis dit: «Eh bien, finalement, c'est peut-être pas si grave si on n'a pas compris ma question». C'est-à-dire, de commencer déjà par ça et de plus en plus en le faisant, on s'améliore par la suite. Parce que, bah, effectivement, dans ce qu'on projette de faire et dans l'exécution que l'on fait, il y a une différence et alors parfois on arrive à être, à faire, les choses bien comme on le souhaiterait et parfois non, il y a un décalage et ça fait partie aussi, bah, des apprentissages auxquels il est nécessaire de s'exposer parce que sinon si on le fait jamais, si on le f parce que c'est aussi dans l'erreur qu'on apprend. C'est aussi dans l'erreur qu'on apprend même si des fois elle peut être violente, mais elle est justement de cette violence-là, il y a quelque chose qui s'opère ici, ça attire l'attention et ça développe d'autres choses. Mais aussi au fur et à mesure, c'est moins violent. Il y a une habituation. Il y a une habituation où on comprend aussi que dans l'expérience humaine, il y a ces moments aussi de flottement.
et de plus en plus on comprend, de plus en plus on a fait des erreurs et de plus en plus on arrive par la suite à amener des choses intéressantes qui font que à un moment donné, on arrive face à des interlocuteurs et qui nous disent: «C'est agréable de parler avec toi». Et derrière ça, c'est un peu drôle parce que quand vous entendez ça, vous savez que, heu, derrière, il y a eu un travail. Voilà, il y a eu un travail et il y a avec certaines personnes avec qui ça aurait été naturel que ça soit agréable, mais avec d'autres personnes, beh, vous êtes conscient du travail là qui a été fait et que cela s'est passé aussi par, des moments où vous avez rencontré des personnes où il y a eu des incompréhensions, où il y a eu des frustrations, parfois même des agressions aussi, hein. Ça arrive. Il y a eu ces choses-là, mais c'est des choses qui ont permis de grandir et moi, je me nourris aussi beaucoup des pédagogues, je cite beaucoup Philippe Mérieux, C.H. Boimard, Alain Bentolila, mais ces personnes, dans leurs ouvrages, mais également aussi dans leurs prises de parole, ils évoquent aussi ces difficultés ces difficultés rencontrées face à l'interlocuteur. C'est-à-dire que moi, quand je vois mes mentors, ben, je vois aussi, bah, que c'est pas des dieux finalement quelque part, ce sont aussi des hommes, mais qui ont peiné aussi face, aux questions, d'autres personnes ou aux réactions d'autres personnes. Quand, par exemple, j'ai lu le livre de Philippe Mérieux qui est, alors j'ai oublié le titre, mais qui est en tout cas la pédagogie entre le faire et la distinction entre le faire et le savoir, et où il s'est posé vraiment des questions intéressantes et je qui moi je le décrirais comme ça, qui finalement dans ce que les organisations produisent font que c'est une question qui fait que des personnes vont vous poser, vont remettre en cause cette situation et alors que ce sont des questions tout à fait intéressantes et ça, c'est pénible finalement, mais en même temps, beh, je parlais tout à l'heure des conflits socio-cognitifs, bah, c'est pénible, mais c'est aussi porteur. Mais je pense que c'est intéressant aussi, en tout cas, de voir comment on gère aussi ce conflit socio-cognitif. Voilà, en tout cas, mon idée, c'était que surtout, même si c'est agréable de parler avec certaines personnes, beh, il est nécessaire d'aller faire des rencontres différentes qui vont challenger aussi parce que on risque en fait de faire de belles découvertes. De belles découvertes qui, en fait, au moment où on fait cette chose, enfin, ça va être très difficile, mais c'est dans le processus, dans ce que ça va faire accoucher finalement, il y aura, allez, je vais dire un beau bébé. Bon, la métaphore est un petit peu mais bon, on est vu qu'on est dans l'accouchement, la maïeutique, beh, voilà. Donc compétence, force ou aveu de faiblesse? Eh bien oui, parce que dans les compétences aussi, eh bien, ça relève aussi, avoir une expertise, ça veut dire qu'on sait limiter aussi où notre intervention, elle s'arrête et donc c'est aussi quelque part un aveu de faiblesse, un aveu de faiblesse sur, la limite de là où on n'intervient pas aussi. Et c'est important en tout cas de se nourrir pour justement avoir les idées plus claires, ne pas subir, j'ai envie de dire, les idées, les affirmations tranchées, les punchlines,
qui ignore finalement tout un champ, qui ignore tout un champ de divergence, tout un champ de connaissances, parce que trop affirmée, trop sûre, trop sûre d'elle-même. Et j'aimerais terminer aussi, parce que la lecture, elle est importante aussi pour, oser savoir, oser penser par soi-même, et c'est important aussi, je pense, de s'interroger aussi sur, ce qu'on lit, et de voir véritablement, parce qu'il y a des livres aussi qui, viennent, jouer avec, nos envies de découverte, mais qui derrière ne nous font pas évoluer, et donc c'est important de constater aussi, d'aller migrer, d'aller voir, d'aller diversifier ce dont on n'a peut-être pas l'habitude, d'aller voir, et qui peut-être vont proposer des idées moins simplistes, des idées plus nuancées, des idées où vous allez dire, vous allez peut-être vous dire: «Beh, ici, bah, c'est faible parce que on dit pas tout», et bien justement, on ne sait pas tout, et c'est normal, c'est et voilà, c'est aussi normal aussi, je dirais, bah, de reconnaître qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce que de reconnaître aussi, quand il y a des incertitudes, parce que c'est ça aussi qui va être constructeur pour la suite, et donc j'encourage vraiment, et j'ai profité aussi pour dire ça parce que j'ai vu passer une publication sur LinkedIn qui voilà, qui franchement, c'est vraiment préoccupant, qui est vraiment préoccupant, qui voilà, qui montrait, les signes qu'un enfant aurait des pouvoirs médiumniques, et ça montre, ça traduit juste une ignorance de faits dont il faut s'intéresser, d'aller regarder qu'est-ce qu'un enfant, quelles sont ses capacités, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un humain, quel est le fonctionnement humain. Si on s'intéresse à ça, on verra qu'il y a des réponses beaucoup plus intéressantes, plus terre à terre, que de dire qu'un enfant est médium pour, certaines raisons évoquées, alors que si vous vous intéressez, par exemple, aux travaux de Stanislas Dehaene, il y a beaucoup de vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent plus rationnellement que par, des pouvoirs médiumniques. Donc j'ai envie vraiment de d'inviter aux personnes de diversifier leur lecture et d'aller voir ailleurs aussi pour, croiser ces informations, et pour vous par la suite trancher et voir, est-ce que pour vous effectivement c'était des pouvoirs médiumniques, ou alors c'était quelque chose que vous ignorez, et que en fait qui finalement, a des réponses que l'on peut trouver dans certaines disciplines. Donc bien, merci à vous pour votre écoute, et je vous dis bien à très bientôt pour un prochain bric-à-brac d'idées, et bon week-end à vous. À bientôt et au revoir.